20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 137e appel de Seydina Limamou Laye, les fidèles ont sacrifié à la tradition. Point de départ, la cité religieuse de Cambérène, direction les Almadies et plus précisément la grotte de Ngor. Dans cette édition, retour sur le discours du coordonnateur de l'appel, par ailleurs fils du Khalif. À l'ouverture de la cérémonie officielle, Seydina Issa Laye a appelé les fidèles à la vigilance face au terrorisme. Ce 137e appel a été aussi l'occasion de formuler des prières pour les victimes du naufrage de Bettenty et l'incendie du Dakar de Medina Gounass. Hors de chez nous, aux USA, Jano Mendy, un Sénégalais de 32 ans, a été abattu sauvagement. La police américaine a ouvert une enquête. La direction de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur affirme que son rapatriement se fera dans les meilleurs délais. Reportage à Pikine, chez sa famille, encore sous le choc. Une collaboration entre Souleymane Denendia et le pouvoir en place, Zahra Iyane Thiam n'y voit pas d'inconvénient pourvu que celle-ci profite au peuple. La main tendue de Macky Sall à l'opposition, la coordinatrice du mouvement Khalas n'en veut pas. Toutefois, Maïmouna Bousso encourage le chef de l'État à poursuivre le dialogue pour des élections apaisées. Pendant ce temps, Macky Sall appelle Benno Bokk Yakaar à s'unir pour les prochaines joutes électorales. Voilà pour les titres. Le développement à présent. Bonsoir à tous, c'est parti. La communauté layène célèbre le 137e appel de Seydina Limamou Laye à Cambérène où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture officielle. Seydina Issa Laye, le coordonnateur de l'événement, a appelé les fidèles à faire face au terrorisme, a appelé les fidèles à la vigilance plutôt face au terrorisme. Il exhorte aussi les parents à éduquer leurs enfants pour qu'ils soient outillés et ainsi faire face à la menace djihadiste. Seydina Issa Laye, fils du Khalif, que je propose d'écouter au micro de Lissa Préra. Nous avons un islam propre, qu'on ne vienne pas nous apporter d'autres traditions pour nous l'imposer au nom de l'islam. Ce n'est pas ça la religion, ce n'est pas ça l'islam. Nous refusons. Nous devons être vigilants par rapport à notre jeunesse, par rapport à l'évolution du monde. Éduquons aussi la jeunesse. rappel historique boobu wan aduna mi ngi tàmbali woon ci maa tey dem ba yàgg ni nanu ànd manatuma di dem ba yàgg ñu ni sax la aduna sépp ni nangam. L'éducation commence d'abord dans les maisons, dans la rue et puis dans tout le pays. Baye Laye l'avait compris, il n'a pas attendu, il a toujours préparé ses disciples ici-bas pour l'au-delà. National bu Sénégal ñu ni këri diine yi dal seen rôle mooy ñu gën a cimenter unité nationale au Sénégal fii ma taxaw tey am na sànn woo xamante ni boo ko sànni woon yàq. Voilà l'appel de Seydina Limamou Laye. Ces 2 jours de dévotion, de prière, de recueillement à Cambérène. Ils étaient des milliers de disciples à rallier ce lieu de pèlerinage. À Cambérène aussi, les familles accueillent les hôtes et dépensent beaucoup d'argent pour leur restauration. Le tout dans un esprit de partage, mais aussi de solidarité. Mambiram Diouf. Cambérène, en cette matinée, de milliers de disciples sur ce site de pèlerinage où se trouve le mausolée de Seydina Issa Laye. Que de ferveur religieuse à l'entame de l'appel. Nous nous sommes aussi habillés tout en blanc pour se conformer à la religion, car qui dit blanc dit pureté, beauté, élégance. Seydina Limamou Laye est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sa parole et ses actions ne peuvent que être parfaites. Le Mahdi a dit que celui qui me renie, qu'il soit homme ou djinn, est condamné. Suivre les enseignements de Seydina Limamou Laye revient à comprendre et à s'approprier du thème de cette année axé sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, vraiment c'est un thème très intéressant pour nous. Parce que cela montre tout simplement l'union de toute la Oumma musulmane. Lutter contre la corruption. Oui, ça aussi, c'est très important pour nous. Recueillement, prière,
À Cambérène, comme les autres sites de pèlerinage, Yoff et Ngor, les femmes s'affairent dans les cuisines, des mets sont préparés et distribués, même aux nécessiteux, pour suivre les pas de Mam Koumandoy, mère du Mahdi. C'est une de ces recommandations que nous essayons sans cesse d'appliquer. La teranga est bien laïenne. La plupart des gens que nous servons sont des nécessiteux. Nous ne faisons que suivre la voie qui a été tracée. Avec les cotisations et l'aide, nous parvenons à préparer tous ces repas. Le 137e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye commémoré la première étape ici à Cambérène pour vivre 2 jours de dévotion. Et comme je vous le disais en titre, sachez qu'un hommage a été rendu aux disparus dans l'incendie du Dakar de Médina Gounass, mais aussi le chavirement de la pirogue de Bitenti à l'occasion de l'appel de Seydina Limamou Laye. Des prières ont été formulées lors des cérémonies à Cambérène et Ngor cet après-midi. La grotte de Ngor, justement, où la lumière du Mahdi a séjourné durant 1000 ans, a reçu du monde pour un pèlerinage sur ce lieu saint. Encore un Sénégalais tué à l'étranger. Jano Mendy, 32 ans, a été froidement abattu aux États-Unis, à Columbus, plus précisément dans la nuit de mardi à mercredi. La victime a reçu 2 balles dans le dos. La police américaine a ouvert une enquête. Sa famille vivant à Pikine est consternée. Elle est aussi surtout préoccupée par le rapatriement de la dépouille. Reportage chez la famille du défunt avec Salif Sow et Asmalik Diop. Au coup de fil vers midi, une photo publiée sur Facebook vers 16h. Une mauvaise nouvelle 3 heures plus tard. Nous sommes dans la nuit du 25 au 26 avril dernier. Jano a 2 de ses frères qui sont aux États-Unis avec lui. Et hier, très tôt dans la matinée, ils ont appelé pour dire que la police l'a découvert dans un bain de sang. Personne ne savait qu'est-ce qui lui est arrivé. Voilà. On l'a évacué à l'hôpital. Ils ont essayé, je crois, d'intervenir chirurgicalement et il a succombé de ses blessures. Il a été assassiné, paraît-il, à coups de pistolet. Le ou les présumés meurtriers est ou sont toujours en fuite. L'enquête ouverte par la police américaine suit son cours. Le disparu était aux États-Unis pour poursuivre ses études supérieures. Et ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'il est aux États-Unis pour des études d'abord. Et puis, par la chance ou la grâce de Dieu, il avait commencé quand même à gagner son pain. D'après eux, la police est en train de diligenter une enquête pour essayer de mettre les choses au clair. Jean Mendy, 32 ans, était un célibataire. Sans enfant, il était un soutien pour sa mère malade. Vous trouvez là une famille très éplorée. Et les autorités sénégalaises ou de pays dont leurs enfants sont victimes de ces agressions, je crois qu'elles doivent réagir. Quand même, la sécurité de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos neveux soit plus ou moins assurée. Jean Mendy, 32 ans, était un célibataire. Sans enfant, il était un soutien pour sa mère malade. La directrice de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur s'est prononcée justement sur le meurtre de Jano Mendy. Amim Baké assure que le rapatriement de son corps se fera dans les meilleurs délais. L'autorité s'est également prononcée sur la sentence infligée à notre autre compatriote Mbeng Diop en Arabie Saoudite, qui vient donc d'être, qui risque la peine de mort plutôt avec la justice saoudienne. Plus de détails suivant Amim Baké au micro de Chertidiane John. Rapatriement de son corps, le ministère prendra les dispositions nécessaires par rapport à ça, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que ces Sénégalais qui perdent leur vie dans la diaspora soient ramenés dans les meilleures conditions. Par rapport au cas Mbayang, le directeur général des Sénégalais de l'extérieur a fait une intervention ce matin dans les zones d'une radio de la place et nous continuerons à l'assister, naturellement, ce qui est notre mission,
Nous continuerons aussi à négocier avec les membres de la famille de la défunte, mais rassurez-vous, l'assistance de l'État qui a déjà, je ne dirais pas suffisamment fait, mais qui a beaucoup fait, continuera et les services compétents ne ménageront aucun effort pour assister notre compatriote. Voilà, Ami Baké, que vous venez de voir sur ces images, s'exprimer en marge d'un atelier sur les difficiles conditions de vie des Sénégalais à l'étranger. Sans complaisance, la direction de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur a posé son diagnostic. Ses membres ont procédé à une étude de cartographie des zones à risque. Conscients des difficultés vécues par nos compatriotes à l'étranger, ils s'engagent à les soutenir pour ceux qui veulent bien sûr retourner au bercail. Compte rendu de l'atelier avec Chertidiane John et Mouri Diop. Au cours de la rencontre, il était question de passer au peigne fin les conditions de vie de nos compatriotes à l'étranger, occasion saisie par la direction des Sénégalais de l'extérieur pour lever tout amalgame qui consiste à assimiler à l'immigration à une réussite totale. Mise en place dans 6 régions à travers le Sénégal, des bureaux d'appui, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur pour des missions de sensibilisation, d'assistance à ces Sénégalais de l'extérieur et à leurs familles, afin de casser le mythe du Sénégalais de l'extérieur qui est un facteur principal. Vous l'avez suivi tout à l'heure avec nous, les facteurs sont divers, mais on a retenu la pression familiale. Pour mieux accompagner les Sénégalais de la diaspora, la direction en charge des citoyens de la 15e région met à leur disposition un package. Alors, ce n'est pas qu'on alloue des fonds aux Sénégalais de l'extérieur au détriment de ceux qui sont là, c'est pour vous dire que l'Eldorado n'est plus ce qu'elle était. Parce que si les Sénégalais qui sont là-bas continuent à bénéficier du soutien de l'État, ça veut dire qu'ils sont dans le besoin. C'est pas un paradoxe? Non, parce que les Sénégalais qui sont restés ici aussi, je l'ai cité tantôt, des mécanismes et des instruments sont mis en place. Aujourd'hui, ils tentent la route de l'immigration, pensant pouvoir gagner plus. Et si c'était une réalité, l'État ne mettrait pas à la disposition de nos compatriotes de l'extérieur de l'argent. L'étranger n'est plus l'Eldorado tel que jadis. Il est plutôt devenu synonyme de galère. L'État du Sénégal a alors décidé de mettre sur pied des mesures d'accompagnement pour appuyer les Sénégalais en difficulté dans leur pays d'accueil. Et dans ce même registre immigration clandestine toujours, sachez que le préfet de Sédhiou est inquiet du nombre important de jeunes Sédouas qui quittent la région pour la Libye. Beaucoup de morts sont en effet enregistrées dans la zone du Pakao. Amnesty International en formation et sensibilisation sur le thème migration et droits humains déplore les 5000 Sénégalais détenus en Libye. Seydi Gassama parle de torture, d'esclavage dans ce pays et appelle la Cour pénale internationale à réagir. Bakary Conté pour les détails. L'immigration clandestine, un fléau qui frappe le sud du pays. Bon, on n'a pas le chiffre exact, mais en tout cas c'est nombreux. Parce que en tout cas maintenant, c'est un passé récent. Dans le Diréji, dans le Bambali, vers le Massassou, il y a tout un réseau qui est là, qui est en train en tout cas de m'analyser dans l'aventure, mais ça n'a fait que trop durer. Quand le département en a souffert, il y a beaucoup d'enfants qui sont partis égarés, des gens qui sont morts, les gens ne trouvent plus. Donc vraiment, c'est un cri de cœur. Nous avons trouvé déjà, nous en tant qu'État, on est en train de mettre un dispositif local pour permettre de freiner cela. Plus de 5000 Sénégalais sont entre les mains des criminels en Libye. Amnesty International dénonce. La Cour pénale doit pouvoir se saisir de ces cas-là. C'est des violations graves des droits humains, des actes de torture qui sont commis sur des centaines de milliers de personnes. Donc la Cour pénale doit pouvoir enquêter sur ces actes-là et lancer des mandats d'arrêt contre ces bandes, ces chefs criminels qui dirigent ces bandes-là et qui sont aujourd'hui en train de réduire des milliers d'Africains subsahariens à des situations d'esclavage. Donc c'est l'appel que je lance à l'État du Sénégal de prendre des initiatives. Je lance également l'appel à la Cour pénale internationale de viser, n'est-ce pas, ces chefs de milice qui sont en Libye et qui aujourd'hui pratiquent la torture à grande échelle contre des Africains subsahariens pour extorquer de l'argent à leurs familles restées au Sénégal, au Mali, en Guinée ou en Gambie. C'est inacceptable, il faut donc agir, je crois que c'est le moment d'agir. Le manque d'emploi, les pressions familiales, entre autres, sont les causes. Absolument, la cause profonde de l'immigration clandestine, c'est évidemment la pauvreté, le chômage qui frappe, n'est-ce pas, les jeunes de façon vraiment
très grave. Au niveau du Sénégal, on se réclame de certaines valeurs, mais ces valeurs ont tendance à disparaître. Beaucoup de jeunes, nous l'avons entendu aujourd'hui, sont partis à la suite des pressions familiales. Ce sont des familles qui mettent la pression sur les jeunes et qui les obligent à partir. Il faut réussir à tout prix. Quand vous ne réussissez pas, vous n'êtes rien dans la famille, rien dans la société. Dans la région de Sédhiou, on enregistre de plus en plus de morts, surtout dans la zone du Pakao. Et Seydi Gassama s'est exprimé en marge d'une visite de sa délégation à la maison d'arrêt de correction de Sédhiou. Sur les lieux, constat de malades mentaux et absence de quartier pour les femmes. Pour Seydi Gassama, la place d'un malade mental n'est pas en prison. Le Sénégal est selon lui le seul pays au monde qui détient les malades mentaux encore en prison. Il y en a partout, même à Rebeuss selon lui. Nous l'écoutons toujours au micro de Bakary Konté. Dans cette prison, il y a 2 malades mentaux. Nous voudrions dire à l'État du Sénégal, la place de malade mental, ce n'est pas la prison. Dans toutes les prisons du Sénégal, il y a des malades mentaux, y compris à Rebeuss. Il faut que l'État du Sénégal, qui sait très bien que ces malades mentaux sont en prison, prenne les mesures les plus urgentes pour les sortir. Les deux de Sédhiou, mais également ceux dont on parle à Rebeuss. Là, serait attirer notre attention qu'à Rebeuss, il y a des malades mentaux. Et ces malades mentaux constituent une nuisance pour leur corps détenu. Et en même temps, la détention aggrave leur situation. Le Sénégal est le seul pays au monde où on garde des malades mentaux en prison. Il faut donc qu'on les sorte le plus vite possible pour les amener dans des hôpitaux psychiatriques, n'est-ce pas, qui sont leurs places, et justement qu'on leur donne les soins dont ils ont besoin. Il n'y a pas de quartier pour les femmes. Aujourd'hui, il y a une seule femme qui est en détention dans cette MAC, mais il peut y arriver qu'il y ait 6, 10, 20 femmes. Et les femmes sont obligées de passer la nuit dans les bureaux, dans le secrétariat de la prison, et le jour de rester dans la cour à vadrouiller. Je crois que l'État doit immédiatement, l'État du Sénégal immédiatement, mettre en place les moyens promis pour rénover les prisons, les mettre à niveau et faire en sorte que toutes les personnes détenues soient détenues dans de très bonnes conditions, avec zéro risque d'évasion. L'actualité judiciaire, c'est aussi le procès en appel de Hissène Habré. La Cour d'appel des chambres africaines extraordinaires confirme le jugement en première instance. Habré est donc condamné à perpétuité. Seul chef d'accusation acquitté, celui du viol. Grosse déception, bien entendu, pour les avocats de la défense. Et pour la partie civile, on parle de jugement objectif. Habré est condamné, je rappelle, à payer aussi plus de 82 milliards de francs CFA aux victimes. Nous écoutons tour à tour Maître Mbaïsen, avocat de Hissène Habré, et Maître Hassan Diomandiaye de la partie civile. Ils sont tous deux au micro de Al-Hassan Ba. La déclaration de culpabilité du président Habré sur le fait de viol, et tout a été mis en œuvre pour imposer à cette dame de venir faire ses accusations sur l'instigation du président de la Chambre. Nous avons réussi en appel à faire cette décision, donc nous ne pouvons que nous satisfaire sur ce point. Mais pour le reste, et comme vous l'avez dit, vous avez remarqué que les moyens d'appel ont été rejetés. Nous le remarquons avec vous. Mais malheureusement, les réponses qui ont été servies par la Chambre d'appel pour rejeter ces moyens ne nécessitaient vraiment pas une organisation d'une session d'appel. Parce qu'en réalité, la Chambre n'a pas répondu à nos arguments. Et sur certains points d'ailleurs, vous avez noté avec nous des contradictions manifestes qui ont été évoquées ici. De ce point de vue, c'est une déception que nous avons. La Chambre d'appel avait une responsabilité historique parce qu'elle devait rectifier les imperfections du premier jugement. Sur la culpabilité, Hissène Habré a été acquitté du crime de viol. Le juge a estimé que ce crime ne faisait pas l'objet de renvoi, mais n'empêche, c'est un jugement objectif. Et le juge a aussi confirmé les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Hissène Habré est condamné à payer aussi plus de 82 milliards de francs CFA aux victimes. Et un fonds est déjà en place. Démolition des maisons à Tivaouane Peulh. Le conseil municipal de la localité réagit. Il vient de convoquer une session d'urgence pour condamner les scènes de violence notées lors de ces casses. Élus locaux et populations victimes condamnent et interpellent le chef de l'État. Ousseynou Thiam Biradiane, nos correspondants ont assisté à ce conseil municipal d'urgence. Reportage. Suite aux démolitions de maisons et de places d'affaires survenues à Tivaouane Peulh, le maire a convoqué un conseil municipal d'urgence élargi aux sinistrés et aux notables de la localité. Une session dans laquelle une résolution a été faite pour condamner les actes de violence qui ont émaillé ces démolitions. Ces opérations de destruction d'habitations ont la particularité
d'être émaillé par des scènes de violence et de brutalité indescriptibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique des chefs de famille complètement désespérés et désemparés par ce qui s'offrait à leurs yeux. Les actes de cette nature ne relèvent pas de faits isolés. Dans l'exercice de sa fonction relativement aux visites de terrain, suite à l'exécution irrégulière des travaux outrepassant visiblement le respect de la légalité, le maire a été lui-même récemment violenté, pris à partie, ligoté et rudement éconduit par ces mêmes agents de la gendarmerie, de la DSCOS, qui se sont illustrés une nouvelle fois de la façon que l'on connaît. Député par ce qui s'est passé, ces populations et ces élus de Tivaouane Peulh interpellent directement le chef de l'État. Nous interpellons solennellement le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, pour rappeler, si besoin en est, que ce sont les citoyens qui font une république, mais aussi une nation. Et les populations de Tivaouane Peulh font partie de ces braves citoyens. Chez les nombreux sinistrés qui n'ont plus où aller, ils réclament des indemnisations à la hauteur des dommages subis. Retour à Dakar et plus précisément à Baraka, un célèbre bidonville situé dans le quartier de Liberté 6. Bonne nouvelle pour ses habitants, Baraka va changer de visage dans quelques mois. Un projet de nouveau logement pour 210 familles va voir le jour. Pour les 160 habitants qui y vivent, ces constructions vont leur permettre d'avoir enfin une vie décente. La pose de la première pierre a été présidée par le chef de l'État, Macky Sall, qui demande à ce qu'aucune population ne soit expulsée. Fatou Bintou Conté à Babacar Camara pour les détails. À une pauvreté sévère, vivant dans des situations difficiles, avec des normes d'hygiène et d'infrastructures élémentaires, le quartier Baraka de Liberté 6 manque de tout. Et pour leur sortir de cette impasse, le quartier va être restructuré. Ce projet verra 3 complexes et 14 bâtiments structurés autour de zones communes. Les 1600 habitants de Baraka resteront ici et seront logés gratuitement. À travers la mise à leur disposition de 210 appartements. Un rêve de 20 ans qui se réalise et donnera à cette cité un nouveau visage. Les conditions de vie à Baraka seront ainsi considérablement améliorées. Il y aura de nouvelles opportunités dans le domaine de la formation, la création d'emplois. Pour la déléguée générale à la protection sociale et en même temps conseiller municipal à la CECAP Liberté, ce projet vient en son heure et va permettre à ces populations de vivre dans la décence. Nous voyons que le président de la République, à travers sa grande générosité, sa grandeur, vient de signer un décret qui va permettre à cette population qui, plus de 25 ans, court derrière les différents États qui étaient ici au Sénégal pour pouvoir bénéficier de ce terrain et pouvoir être logé un jour par des bailleurs étrangers. Pour une valeur de 20 milliards de francs CFA, le début de la construction de cette nouvelle cité est prévu en septembre 2017. Et vous avez sans doute pu rectifier par vous-même, il ne s'agit pas de 160 habitants, autant pour moi, mais plutôt de 1600 habitants qui vivent et qui, grâce à ces nouveaux logements, vont enfin pouvoir avoir une vie décente. Parlons à présent des élections de représentativité syndicale des enseignants. Les résultats provisoires donnent vainqueur le SAEMS dans le moyen secondaire. Dans le préscolaire et l'élémentaire, le CELS de Souleymane Diallo est au devant. Quant au CUSEMS d'Abdoulaye Ndoye, eh bien, il arriverait en deuxième position dans le moyen secondaire. Nous écoutons Saourou Sen, du secrétaire général du SAES, au micro d'Aminata Mbaresso pour des précisions. Je crois que depuis hier soir, de 18h30 à presque 1h du matin, nous étions là au niveau de notre soirée électorale pour recueillir l'ensemble des résultats qui nous venaient de toutes les régions et tous les départements du Sénégal. Au regard des tendances, le SAEMS est demeuré premier dans le moyen secondaire en tout cas, avec un taux qui dépasserait les 70%, voire les 75%. Nous sommes suivis par nos amis du cadre unitaire syndical, le CUSEMS, mais de loin quand même.
même. Mais je crois que l'essentiel est que, comme je l'ai dit, à l'issue de ces élections, en tout cas, nous souhaitons avoir un large consensus autour des préoccupations des enseignants. Quand je parle de large consensus, je voudrais surtout dire une grande coalition des enseignants du moyen secondaire pour pouvoir prendre à bras le corps les préoccupations des professeurs du moyen secondaire. Actualité politique à présent, l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye aux côtés du président Macky Sall, Zahra Iyane Thiam, membre du bureau politique de l'APR, n'y voit pas d'inconvénient tant qu'il peut être utile au chef de l'État dans sa mission de développer le Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Dissa Préra Younous Diatta. Le président, dans ses missions régaliennes, ne figure pas la prérogative de dénier à un citoyen sénégalais le droit, c'est un droit de participer au développement de ce pays-là. Non, il y a des considérations politiques, il y a des arguments ou des principes politiques qui sont individuels à chaque personne. Et respecter ces principes-là également, me paraît, de mon point de vue, me paraît être un acte démocratique. Tout ceci pour dire que tant que l'apport que toute personne peut amener pour ce pays-là est positif, moi je n'y vois aucun inconvénient. Maintenant, si à mon humble avis, je trouve que c'est un apport qui fait reculer la démocratie ou qui peut contribuer à saper le travail que les citoyens sont en train de construire, peut-être là, chaque citoyen peut souverainement avoir sa position. Voilà, c'est là la position donc de Zahra Iyane Thiam, à présent celle du chef de l'État qui a demandé aux responsables de Benno Bokk Yakaar de se mettre dans les rangs. Macky Sall leur exige de s'unir pour les prochaines joutes électorales. Nous l'écoutons au micro de Fatou Bintou Conté. Je vous suggère de continuer à vivre ensemble et puis essayer de préserver l'entente qui vous lie. Évitez des tiraillements sur le choix des personnes qui doivent vous représenter. Cela risque de nous retarder vraiment. Concertez-vous et désignez un président qui vous représentera dignement et vous lui donnez toutes les cartes pour porter votre parole. C'est le plus important, je pense. C'est ce que je conseille à nos militants de l'APR et ceux de Benno Bokk Yakaar, même ceux avec qui nous ne partageons pas les mêmes idées. Nous devons tous mettre en avant l'intérêt général. Les prochaines élections nous édifieront. Parfois, j'ai même envie de participer aux compétitions, mais je préfère laisser l'arène aux militants qui peuvent vraiment assurer la victoire. Du côté de l'opposition, cette main tendue du chef de l'État ne réjouit pas Maïmouna Bousso, membre de Manko Wattu Sénégal. La coordinatrice du mouvement Khalas demande au chef de l'État tout de même de poursuivre son dialogue pour des élections apaisées et de récuser son ministre Abdoulaye Daouda Diallo pour l'organisation des élections. Elle était à Djidda Thiaroye Kao pour rendre visite et aider les femmes de cette localité de la banlieue. Je vous propose de l'écouter au micro de Salisso et Asmalik Diop. Nous la déplorons et nous disons qu'il faut que ça cesse. Il faut que le président Macky Sall arrête d'utiliser des cérémonies de deuil qui sont des cérémonies de recueillement, de prière pour toujours faire ce semblant de dialogue. On ne peut pas dialoguer avec une opposition uniquement quand des gens meurent. C'est vraiment un mauvais présage. C'est pas possible parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui meurent, c'est le président Macky Sall profite de ces occasions pour dire je suis avec vous et je vous tends la main. Ce qu'il devrait faire, c'est continuer le dialogue parce que là nous allons vers des élections législatives où il n'y a pas de consensus, où vous avez vu le processus électoral. Moi, je suis membre de Manko Wattu Sénégal de la commission. Nous n'avons jamais vu un processus aussi sélectif. Il n'y a que le président Macky Sall et son groupe qui sont autour de la table et le ministre de l'Intérieur. Nous lui demandons de recuser son ministre de l'Intérieur. Nous lui demandons d'organiser des élections législatives transparentes, de donner des pièces d'identité à tous les Sénégalais qui puissent voter, de donner à manger aux citoyens sénégalais, de leur donner des soins et pas tout simplement de nous parler de bourses sociales où les gens n'arrivent même pas à se soigner dans les hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas dotés de moyens pour soigner les gens. Nous lui demandons de faire le pourquoi on le paye aussi cher, le pourquoi on lui a donné cette caisse noire, le pourquoi il est le chef de cet État. Nous ne demandons pas de nous divertir avec des mains tendues au jour d'aujourd'hui parce que nous n'avons pas envie tous les jours de voir des citoyens mourir. Et si à chaque fois il faut qu'il attende la mort d'un citoyen pour tendre la main, nous lui disons merci pour cette main-là, nous n'en voulons pas. En sport, la deuxième édition du tournoi universitaire international de Saint-Louis s'est ouverte ce mardi. 5 pays ont participé à la
la rencontre avec près de 1000 étudiants. Les autorités universitaires de Sanar visent à travers cette rencontre internationale à fédérer les peuples d'Afrique et à veiller à l'épanouissement des étudiants dans le domaine sportif. Compte rendu Senou Diop et Habib Sek. La deuxième édition du tournoi universitaire international de football TUFOOT est ouverte à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. 5 pays dont le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Cap-Vert et la Gambie ont participé aux compétitions. Une manière pour les organisateurs d'encourager la fédération des peuples. Que l'Afrique de demain, c'est les étudiants. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, l'Afrique est là représentée avec, n'est-ce pas, tous les pays de la sous-région. Le tournoi vise à renforcer l'intégration africaine et à donner un coup de pouce au sport dans les institutions académiques. C'est très important parce que c'est un pas vers l'intégration régionale, comme a dit notre collègue du CROUS. Nous avons été très honorés d'avoir reçu l'invitation de monsieur le directeur du CROUS et de monsieur le recteur de l'université. Les hôtes de Saint-Louis ont aussi salué l'initiative du tournoi international. Cette initiative est vraiment à encourager. Vous savez, c'est près de 1000 étudiants qui se retrouvent. 5 universités de la sous-région, plus les universités du Sénégal et les instituts. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Et moi je dis, je vois cette initiative grandir et devenir la canne universitaire ou la canne estudiantine. Les compétitions vont prendre fin le 30 avril prochain avec un panel sur le sport dans les universités. Durant presque une semaine, les étudiants de plusieurs universités africaines vont rivaliser dans plusieurs disciplines, notamment le football, le handball, la lutte et le karaté. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.